Chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Avec le Maroc depuis Washington. Je suis Adam Hurley et je suis heureux de vous présenter cet épisode de votre émission Avec le Maroc depuis Washington sur Média TV. Durant les derniers mois, nous avons observé des développements importants concernant la question du Sahara. Le 30 avril, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté la résolution 2468, renouvelant ainsi le mandat de la MINURSO pour 6 autres mois. Le plus important est que la résolution apportait une version différente des précédentes, désignant l'Algérie comme une partie du conflit. La résolution a appelé toutes les parties, c'est-à-dire le Maroc, l'Algérie, le Polisario et la Mauritanie, à coopérer étroitement entre elles pour raffermir la confiance. Vers la fin du mois de mai, l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara, Horst Köhler, a présenté sa démission. On est aujourd'hui à la recherche de son successeur. Plusieurs observateurs pensent que les États-Unis vont peser de tout leur poids dans le choix d'un nouvel envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara. Entre-temps, en Algérie, le Conseil constitutionnel a décidé de reporter l'élection présidentielle prévue initialement le 4 juillet, alors que les protestations continuent et réclament des réformes profondes dans un État gouverné par une dictature militaire depuis son indépendance. Le New York Times a écrit concernant la situation en Algérie que les leaders politiques ont perdu leur crédibilité et la direction de l'armée a été rejetée par les manifestants qui sont déterminés à en finir avec l'ancien système sous l'emprise des militaires. De son côté, le chef du gouvernement marocain, Saad Eddine El Othmani, a exprimé récemment son souhait de voir le changement politique en Algérie avoir un impact positif sur les négociations en cours sur le dossier du Sahara, alors que l'Algérie était très hostile au Maroc par le passé. Dans cet épisode, nous allons nous pencher sur le rôle de l'Algérie, qui bloque toute avancée dans la recherche d'une solution à la question du Sahara. Quel est le rôle de l'Algérie dans le soutien au Polisario? Pourquoi le gouvernement algérien s'oppose à l'initiative d'autonomie proposée par le Maroc? Et pourquoi l'Algérie s'oppose au Maroc? Enfin, quelle perspective pour une amélioration des relations maroco-algériennes après l'appel au dialogue lancé par le roi Mohamed VI en novembre 2018? Michael Flanagan est à mes côtés pour répondre à toutes ces questions. Michael Flanagan est un ancien membre du Congrès américain. Il avait été élu à la 5e circonscription de l'Illinois en 1994. Lors de son mandat, Michael Flanagan a travaillé au sein de la commission judiciaire à la Chambre des représentants et au sein de la commission de la réforme gouvernementale. Notre invité a aussi été conseiller du gouvernement américain en Irak entre 2003 et 2005 pour aider à la formation d'institutions démocratiques dans ce pays. Michael Flanagan est actuellement conseiller politique à Washington. Bienvenue sur ce plateau, Michael. Merci pour votre invitation. C'est un vrai plaisir de vous avoir avec nous, Michael. La question principale sur laquelle je voudrais qu'on se focalise aujourd'hui est la suivante. Est-ce que nous sommes en train de vivre un tournant majeur en Algérie par rapport à son hostilité historique envers le Maroc et aussi le rôle qu'elle joue dans l'affaire du Sahara? Commençons par regarder dans le rétroviseur. La déclaration du chef du gouvernement marocain a attiré mon attention. Il a affirmé que l'Algérie a fait tout ce qu'elle pouvait jusqu'à présent pour bloquer toute solution pacifique au dossier du Sahara. Puisque vous êtes bien informé sur ce dossier, pour l'avoir traité quand vous étiez au Congrès, parlez-nous des manœuvres algériennes pour bloquer toute avancée dans la recherche de solutions au conflit du Sahara. Et comment vous expliquez cette hostilité qui perdure depuis fort longtemps et sous différentes formes? C'est une excellente question parce qu'elle concerne l'état d'esprit du gouvernement algérien. Je pense que ce qu'on observe actuellement en Algérie, c'est un changement opéré par le peuple algérien
et non par l'élite qui gouverne. L'espoir porte sur le peuple pour faire émerger un gouvernement meilleur, avec un rôle meilleur, non seulement en Afrique du Nord, mais sur tout le continent africain. Quand le Maroc a réintégré l'Union africaine il y a 2 ans, c'était un pas très important pour lui, et en un laps de temps très réduit, le Maroc a pu changer la vision de l'UA sur le Polisario. Aujourd'hui, l'UA partage parfaitement la vision du Maroc. Ceci démontre à mon avis le recul de l'influence algérienne au sein de l'organisation panafricaine et prouve leur comportement déplacé jusqu'à présent. L'Algérie utilise le Polisario comme des griffes de chat pour attaquer son voisin marocain. Je crois que le monde entier est maintenant convaincu de cela. La résolution 2468 a renouvelé le mandat de la MINURSO de 6 mois au lieu d'une année. Dans les sphères politico-diplomatiques, et je ne suis pas en train de t'imposer mon avis, ce sont là des signaux desquels on peut faire des conclusions sur le fait qu'il y aura peut-être une position unanime qui rejette que l'Algérie se considère comme un simple observateur. Les Algériens sont en train de jouer avec le feu. Ils doivent assumer leur entière responsabilité dans ce processus. Ils doivent être tenus responsables pour leur mauvais comportement, non seulement pour la situation des camps de Tindouf, que les observateurs disent être de véritables prisons, mais aussi pour leur hostilité historique envers leurs voisins en général, et particulièrement envers le Maroc. C'est une sorte d'obsession de leur part d'être mécontents de la réussite du Maroc. C'est une motivation stupide, mais elle semble les avoir animés depuis très longtemps, et on l'observe aussi avec l'actuel gouvernement tout en espérant qu'il va changer d'attitude. La communauté internationale ne peut plus tolérer ce genre de comportement, et l'Algérie devra forcément changer de comportement. Je crois que vous avez évoqué là un point très important, ou même 2 points à vrai dire. Le premier concerne la relation de l'Algérie avec l'Union africaine, que nous allons décortiquer dans un moment, mais le deuxième point est relatif à la relation entre le gouvernement et le peuple algérien. Plusieurs observateurs considèrent qu'il y a 2 raisons derrière l'hostilité de l'Algérie envers le Maroc. Le premier aspect remonte à 1963. Un différend frontalier a éclaté entre les 2 pays et il a été réglé grâce à la médiation, mais l'Algérie n'a pas du tout été satisfaite. Le second aspect, l'Algérie et le Maroc ont suivi des chemins complètement divergents dans la gestion et la gouvernance de leur pays. L'Algérie a toujours été un pays socialiste, fermé, du sommet à la base, alors que le Maroc a adopté le libéralisme et la démocratie. Grâce à ces choix, l'économie marocaine s'est développée. Le Maroc et les États-Unis sont liés par un accord de libre-échange. Le Maroc a en fait signé plusieurs accords de libre-échange, notamment avec l'Union européenne. Le Royaume est une puissance industrielle et financière dans le continent africain. Alors qu'en Algérie, on dirait que le temps s'est arrêté, il s'est figé. Avec un seul gouvernement, un seul système et avec les mêmes problèmes économiques. L'une des raisons qui dicte la continuation du conflit avec le Maroc à travers le Polisario, pour le faire durer le plus longtemps possible, c'est de détourner l'attention de la situation catastrophique que traverse l'Algérie et de faire un focus sur l'animosité envers le pays voisin. Qu'en pensez-vous de cette théorie ? C'est une théorie qui tient la route. Je pense que tout groupe militaire, ou quels que soient les militaires qui leur succéderont, même s'ils portent des vêtements civils, garderont les mêmes idées dictatoriales. Ces groupes militaires cherchent à détourner l'attention de leur peuple pour se maintenir au pouvoir. Ils veulent contrôler le gouvernement et avoir une économie qui tourne aux ordres. Ils ne peuvent concevoir un marché libre parce qu'ils rejettent tout changement.
et toutefois qu'ils ne contrôlent pas. De ce fait, ils craignent de perdre leur emprise sur les gens. C'est pour ça qu'ils conservent le système et surtout, ils parrainent et défendent les rouages de la corruption pour tout contrôler et maintenir leurs privilèges. There's a lot of rich men at the top of the food chain in Algeria that is not shared down. Les personnes riches en Algérie sont au sommet de la pyramide et leur fortune ne se déverse pas sur le fleuve social pour profiter au peuple. Dans un passé proche, il y avait une guerre civile meurtrière. Il y a eu aussi le conflit avec la France historiquement. Leur mémoire retient tout ça. Ils craignent de perdre leur pouvoir et leur fortune et qu'ils soient démasqués par rapport à leur passé. Et c'est là un point important dans leur hostilité envers le Maroc. Ils sont donc frileux par rapport aux vérités qui risquent d'éclater et veulent les cacher à tout prix. Mais certaines failles commencent à apparaître dans leur couverture. Ce n'est pas là le fait des Marocains, mais des Algériens désireux de voir la lumière. Ils réclament beaucoup de choses et ils ont entamé une lente marche dans ce sens. Est-ce qu'ils y parviendront? J'espère personnellement que l'Union africaine, l'Union européenne et les autres acteurs de la région soutiennent le peuple algérien dans sa démarche. Et c'est quelque chose qui sera très bénéfique pour le Maroc, pour l'Afrique du Nord et pour l'Algérie. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec vous. Pour en venir au sujet de l'Union africaine, le Maroc a abrité le 25 mars une conférence ministérielle sur l'appui de l'UA au processus onusien pour parvenir à une solution au conflit du Sahara. L'Afrique du Sud a essayé d'organiser une réunion parallèle quelques mois auparavant, mais pas plus de 5 pays étaient représentés à cette réunion, alors que 40 pays africains ont pris part à la conférence du Maroc. 37 États ont affiché leur soutien au Maroc en soulignant l'importance du cadre onusien pour parvenir à une solution politique permanente sur le dossier du Sahara. Est-ce que vous avez remarqué un changement de l'opinion de la communauté internationale par rapport à ce dossier du Sahara? Je crois que c'est palpable, vous avez raison. Plusieurs actions sont menées dans le cadre du travail diplomatique des Nations Unies, sous la direction de M. Koller et d'autres responsables qui ont analysé la situation et qui prennent la mesure des choses d'une façon extrêmement positive. Pour ce qui est des États-Unis, nous avons placé notre confiance en faveur du Maroc progressivement. À mon avis, l'actuelle administration suit la même approche, même si certains de ses membres adoptent un procédé différent. L'essentiel, c'est de suivre l'approche du département d'État et du président Trump. Mais je ne vois pas d'autre cheminement que celui-là, si on prend en compte l'économie du marché et l'éclatant succès que réalise le Maroc, même dans les provinces du Sud. Comme on dit là-bas, il y a des efforts considérables de réunification et je pense que les gens simples au sein du Polisario perçoivent ces efforts et voudraient en faire partie. Je pense qu'ils aspirent à se libérer des chaînes que la direction du mouvement séparatiste leur a mises et qui a juré allégeance à l'Algérie. À présent, écoutons un autre avis sur ce sujet, un avis exposé par l'ex-ambassadeur des États-Unis au Maroc, Mark Ginsburg. J'espère que le changement du système militaire en Algérie sera une raison pour mettre fin à l'hégémonie de l'armée dans ce pays et que cela se traduise par l'arrêt de l'ingérence algérienne au Sahara et de son soutien au Polisario. Il était clair que l'Algérie a fait exprès d'utiliser le problème du Sahara et d'entraver la souveraineté du Maroc sur cette zone comme prétexte pour stopper l'unité nécessaire en Afrique du Nord pour les différents défis que doivent relever les deux pays et surtout le problème du terrorisme en Afrique subsaharienne. Voilà, chers téléspectateurs, retour à notre discussion avec l'ex-membre de la Chambre des représentants des États-Unis, Mike Flanagan.
Parlons directement des relations maroco-algériennes et j'aimerais revenir sur le discours de Sa Majesté le roi Mohamed VI en novembre 2018, quand il a parlé des étapes historiques et a franchi un pas mémorable dans le dialogue avec l'Algérie. Le souverain a qualifié les relations entre les deux pays durant les 30 dernières années de relations anormales entre deux pays voisins, deux pays frères, dans le Maghreb arabe. Je crois qu'il est honteux que l'Algérie n'ait pas répondu jusqu'à présent à l'invitation du roi Mohamed VI. Vous avez souligné la volonté réelle du peuple algérien pour le changement. Est-ce que vous pensez que le mouvement de changement en cours en Algérie aboutira finalement sur une réponse positive à l'initiative d'appel au dialogue venant du Maroc? Je l'espère vraiment. Il y a un autre qualificatif nouveau pour le Maroc apparu récemment et qui figure dans une expression attribuée, je pense, au roi Mohamed VI. C'est l'expression l'africanisation du Maroc et qui signifie l'intégration complète dans le continent. C'était un obstacle majeur pour les Marocains pendant longtemps. Ce qualificatif rallongera la liste des pays amis du Maroc sur les différentes régions du continent. C'est une politique de premier rang et d'une grande sagesse quand tu veux traiter avec l'Algérie. Le roi du Maroc a fait un grand effort en communiquant directement avec le peuple algérien à travers la grande porte. Au-delà du gouvernement sur place, des militaires, des corrompus et de tous ceux qui s'accrochent au pouvoir par tous les moyens. Le souverain s'est adressé directement aux Algériens en leur signifiant que rien ne justifie une guerre entre les deux pays et qu'aucune raison ne nous empêche d'être partenaires. On sait que le déficit de la balance commerciale est pesant sur l'Algérie et non pas sur le Maroc. De ce fait, ils espéreront faire des affaires avec le Maroc. Pendant les années de fermeture des frontières, le Maroc a réalisé une bonne croissance en devenant une destination touristique principale et tant d'autres choses enviées par l'Algérie qui sera ravie d'avoir des liens commerciaux avec un voisin fort. Après votre analyse de l'état d'esprit général en Algérie et de la culture politique algérienne, de quoi on a besoin pour que le gouvernement algérien cesse son soutien au Polisario, ou du moins pour pousser le mouvement séparatiste à être plus réaliste et moins à cheval sur l'idéologie dans son traitement de la question du Sahara? Je suis de ceux qui disent que le Polisario ressemble au gouvernement algérien. Ce sont des coquilles dans lesquelles évoluent des gens indésirables. Il est donc impossible de faire la différence entre la direction du gouvernement algérien et celle du Polisario. Les deux directions assurent être au service de leur peuple alors qu'il n'en est rien en vérité. Elles sont collées l'une à l'autre, mais un jour la direction algérienne sera obligée de se débarrasser de ce fardeau nommé Polisario. Et qu'ils choisissent de se détacher ou qu'ils soient obligés de le faire, la séparation sera douloureuse. Je ne suis pas devin, mais il est préférable qu'ils se réveillent avant qu'il ne soit trop tard, parce qu'il n'est pas dans leur intérêt de poursuivre sur la même voie. C'est un excellent décryptage, Michael. Vous dites que les dirigeants algériens et ceux du Polisario ne représentent pas leur peuple. Secondo, il y a beaucoup d'intérêts communs entre les deux et de ce fait, aucun d'entre eux n'abandonnera l'autre assez facilement. Tertio, quand la direction algérienne changera, l'appui algérien au Polisario ne sera plus le même, forcément. Vous avez aussi souligné que la direction algérienne représente un groupe d'intérêts très réduit. C'est aussi le cas du Polisario. Un grand nombre d'habitants des camps de Tindouf sont désespérés par rapport à l'attitude des dirigeants du Polisario qui volent les aides humanitaires qui leur sont destinées et qui se remplissent les poches avec l'argent de ces aides. Ces habitants ne veulent rien d'autre qu'une solution politique négociée avec le Maroc, mais leurs dirigeants ne leur permettent pas d'exprimer leur choix.
C'est donc un bon décryptage qui rappelle le processus onusien. Et malgré tous les efforts de l'ONU sur cette question, tant que les directions de l'Algérie et du Polisario se soutiennent mutuellement, il est difficile de trouver une solution à ce différend. Parlons maintenant des États-Unis et du Congrès américain que vous connaissez très bien, Michael. Il y a quelques années, plus de 200 congressmen américains ont signé une lettre destinée au président Obama demandant un soutien aux efforts du Maroc pour parvenir à une solution au conflit du Sahara. Le Maroc bénéficie d'un grand soutien aux États-Unis, alors que l'Algérie a fait d'énormes efforts pour obtenir du soutien au sein du Congrès américain. Est-ce que vous pensez qu'il est temps que les États-Unis soient plus fermes dans la présentation de leurs choix politiques à travers les instruments diplomatiques pour parvenir à une solution pacifique au conflit du Sahara ? Ce n'est pas en opposition au travail qu'effectue actuellement l'ONU, mais les États-Unis, c'est bien sûr autre chose. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une très bonne question qui tourne dans la tête de pas mal d'observateurs quand il y a une affaire sur la table et qu'on demande aux États-Unis de contribuer à la recherche d'une solution. Vous le savez, nous avons suivi plusieurs approches. Certaines ont réalisé des succès et d'autres ont essuyé des échecs cuisants. Dans la guerre hispano-américaine, les Cubains ont été très furieux parce que nous avons pris Cuba à l'Espagne et l'indépendance est devenue un cadeau américain offert aux Cubains. Cette réalité leur a beaucoup déplu. Je pense qu'un engagement direct dans le conflit serait une erreur. Il est préférable de soutenir les Nations Unies et les efforts diplomatiques parce que les parties du conflit aspirent à voir les résultats des efforts qu'elles ont fournis par elles-mêmes. Et c'est ce qui va se passer si aucune grande puissance ne soutient une partie contre l'autre. J'ai le sentiment que la résolution 2468, qui renouvelle le mandat de la MINURSO pour 6 mois seulement au lieu d'une année, est un signal que nous sommes très proches de la solution et je ne pense pas que l'Algérie va se rendre compte que le Polisario n'est pas une priorité extrême pour elle quand il sera question de leur attachement à leur pouvoir et à leur capital propre. Pour moi, ce problème est le premier que les Algériens voudront régler pour se concentrer sur le règlement de leurs propres problèmes. Très bien. En discutant avec certains responsables américains, je pense, en toute franchise, que ce conflit entre le Maroc et l'Algérie sur le dossier du Sahara et le processus onusien n'ont que trop duré. Plusieurs observateurs et responsables à Washington suivent cette affaire en ayant perdu tout espoir de solution. Cette affaire est en bas de la liste des priorités américaines en comparaison avec des dossiers plus urgents. Est-ce que vous croyez que les responsables américains accordent un certain intérêt à cette affaire du Sahara? Le Maroc doit être satisfait que la question du Sahara soit en bas de la liste des priorités américaines parce qu'il fait un travail remarquable à travers les Nations Unies. Donc on n'a pas besoin de l'intervention des États-Unis. Cette affaire n'est pas prioritaire pour les États-Unis parce que ce n'est pas un dossier chaud, surtout que les Marocains fournissent un effort pour communiquer directement avec le peuple algérien. Le Maroc est actif sur tous les fronts. Il communique avec l'Union africaine, avec l'Algérie. Il consolide son économie et développe ses provinces du Sud. Je pense que le processus onusien avance et va permettre de réaliser de bons résultats. Je crois que l'engagement de Washington dans ce processus lui porterait préjudice et le mieux qu'on puisse offrir, c'est de soutenir les efforts de l'ONU directement. C'est une remarque très intéressante, Michael. Beaucoup considèrent que le non-engagement des États-Unis est une position négative, mais vous l'avez placé dans un contexte positif dans le cas du Maroc. Vous avez évoqué ce qu'on peut qualifier d'orientation du Maroc ces derniers temps, comme son rôle au sein de l'Union africaine. Il y a aussi un changement de position au sein des Nations Unies par rapport au plan marocain d'autonomie.
Par exemple, la résolution 2468 qui a qualifié l'Algérie comme une partie prenante à ce conflit. De ce fait, l'Algérie doit assumer sa responsabilité, ce qui met une pression supplémentaire sur l'Algérie. Il y a eu 2 réunions des différentes parties du conflit, le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie et le Polisario à Genève, sous l'impulsion de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara. C'était 2 pas importants pour réunir ces parties, pour trouver une base commune de discussion. Ma dernière question est donc relative à Horst Köhler, qui a démissionné. C'était une démission tout à fait inattendue. Quel sera l'effet de cette démission sur le travail de l'ONU? L'Algérie souhaite maintenir le statu quo dans cette affaire, mais elle est obligée à présent de travailler positivement et de ne pas ralentir le processus. Si les Nations Unies tardent à avancer, on dira que ça profitera à l'Algérie. Alors, selon vous, Michael, quelles sont les étapes suivantes que vont entreprendre les Nations Unies et comment se comportera l'Algérie? Enfin, quelles sont les chances offertes et les défis à relever? Vous avez tout à fait raison par rapport à la démission d'Horst Köhler. L'Algérie a misé sur cela, elle voudrait que tout s'arrête et qu'on marche à reculons si possible, mais ça n'arrivera jamais. L'Algérie a l'opportunité de profiter du temps de la recherche du nouvel envoyé pour aller de l'avant et écarter le Polisario de la liste des problèmes pour sortir honorablement de la scène des événements avec un passage fluide du pouvoir. Il faut que l'Algérie profite de ce laps du temps en s'ouvrant sur le Maroc et en finir avec le Polisario. Mais malheureusement, je ne crois pas que l'Algérie va saisir cette opportunité. J'espère vraiment que le gouvernement et le peuple algérien vont vous écouter, Michael. Vous avez dit que l'histoire ne se positionne pas de leur côté actuellement. L'histoire, au nord des pays comme le Maroc, qui croient en l'économie de marché et respectent la liberté de leur peuple, et prônent le dialogue plutôt que la confrontation. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis, et à la prochaine fois. Until next week, ila laqa.